Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu, parce que je pense qu'il y aura des gens qui arriveront après vous. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont nous parler de santé mentale et d'addiction. Voilà, donc je leur laisse tout de suite la parole. Merci à vous d'être là aussi. Bonjour, merci beaucoup Clémentine pour cette opportunité. L'idée c'est d'échanger, de croiser les regards entre les enjeux de l'addiction, enjeux sociétal extrêmement importants actuellement, et les enjeux aussi du monde culturel et des situations de vulnérabilité. Donc je suis vraiment ravi d'accueillir Amine Benamina et Solveig Serre. Je vais les laisser d'abord planter un petit peu le décor, dans quel contexte se situe cette situation, notamment pour l'année de la santé mentale, les enjeux d'addiction qui sont extrêmement importants, en plein essor, et je vais laisser Amine élaborer autour de tout ça. Puis ensuite, on passera à Solveig sur les enjeux justement des entreprises culturelles et du monde de la culture et de la créativité, où on sait qu'il y a des situations de vulnérabilité. Donc voilà. Amine, je t'en prie, donc si tu peux peut-être, pourquoi c'est urgent aujourd'hui d'ouvrir ce débat sur l'addiction en particulier dans l'année de la santé mentale, et puis on passera sur le champ culturel et créatif après. Merci Franck, merci Clémentine, et puis merci aux organisateurs de cette table ronde. Je remercie l'INSER, mais évidemment l'assistance publique dans laquelle je travaille. Alors, je me présente rapidement, je suis psychiatre addictologue et je suis professeur à Paris-Saclay. Et vous pouvez vous demander ce que je fais là aujourd'hui avec Solveig, avec Franck, dans une structure qui a priori n'est pas ni un hôpital, ni un cabinet, encore moins une fac de médecine. Eh bien parce que le sujet m'amène très souvent à sortir de mon périmètre de sécurité et de confort pour parler d'un problème de santé publique que sont les addictions. Je plante au décor, c'est un gros problème de santé publique, un enjeu majeur, 120 000 morts que le tabac et l'alcool. J'ai l'habitude de dire c'est un Covid tous les ans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle les drogues émergentes et des pathologies intriquées. Franck parlait de l'année de la 2025 santé mentale. Et si je viens ici aussi à leur invitation, c'est parce que je pense qu'on ne parle pas assez d'addiction dans cette année de santé mentale. Il n'y a pas que la dépression, le trouble bipolaire, le TDAH ou les psychoses. C'est aussi, et beaucoup, un déni collectif quand on ne parle pas d'addiction. Et pourquoi je parle avec Solveig? Parce que tous les milieux sont concernés, et le milieu de la culture aussi, pour des raisons évidentes. C'est aussi un milieu dans lequel on peut trouver des solutions. Donc on s'est dit, pourquoi pas croiser le fer de manière plutôt vertueuse, parce qu'on est dans un endroit où vous êtes un échantillon de la population. Et donc on s'est dit, c'est le moment de vous parler d'un vrai problème de santé publique, en dehors du trio de tête, alcool, tabac, cannabis. Il y a évidemment les addictions ont beaucoup d'originalité et beaucoup d'imagination. On en aura toujours. Je n'ai parlé que des produits sans parler des comportements. Solveig, je t'en prie, donc sur les milieux dans lesquels tu évolues, peut-être te présenter aussi, parce que, ouais, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous et à toutes, moi je suis Solveig Serre, je suis directrice de recherche au CNRS et je ne suis pas du tout médecin, je suis historienne et musicologue et il se trouve que je porte pour l'État un gros projet de recherche national qui est consacré aux industries culturelles et créatives, dont la mission est de mettre la recherche fondamentale au service des professionnels créatifs et culturels pour les optimiser. Et les questions de santé sont très vite apparues alors que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, notamment au prisme, notamment dans le spectacle vivant et notamment au prisme des addictions. Alors je suis venue avec quelques chiffres, vous m'excusez, je lis parce que je les ai pas retenus. Donc ça c'est des chiffres qui viennent à la fois de Santé publique France et d'Arsena. Les professionnels du spectacle vivant, c'est 217 160 salariés en France, 66% d'intermittents, on va y revenir, c'est une situation pas confortable. Et ces personnes-là sont exposées à des facteurs de risque spécifiques. Alors, une précarité économique chronique liée à l'intermittence, avec des phases de travail qui peuvent varier entre 0 et 150 heures, donc on voit très bien le certain mois mensuel, des horaires décalés, souvent des travails de nuit systématiques, la pression de la performance, qu'elle soit côté technicien ou côté artiste, et un certain isolement social qui est lié à la mobilité géographique. Quand vous habitez dans un tourbus pendant une tournée, vous ne savez même plus ce que disent les musiciens et les techniciens, où est-ce que vous êtes en fait le jour où vous y êtes. Alors, s'agissant des addictions, les données ne sont pas très bonnes. Toujours selon Arsena, 72% des professionnels du spectacle et du divertissement sont exposés à l'alcool au travail. On va y revenir dans les solutions. Et près de 40% ont été exposés à des substances illicites. Les secteurs les plus concernés, c'est évidemment le spectacle vivant, donc secteur des arts, spectacles et activités récréatives qui présentent les niveaux d'usage de substances psychoactives bien supérieurs à la moyenne nationale pour pratiquement tous les produits, pas que l'alcool.
Dans l'industrie musicale, plus de 80% des professionnels ressentent parfois ou souvent une sensation de déprime. 15 ont été diagnostiqués dépressifs et 15% souffrent de burn-out. La prévalence de la dépression diagnostiquée est 2,5 fois supérieure à la moyenne française. Je m'arrête là, puis on parlera de pourquoi. Oui. Donc ça, effectivement, voilà un petit peu le décor dans lequel on s'inscrit. Vous voyez bien que l'idée, c'est vraiment de créer des intersections entre un addictologue spécialiste et le monde culturel. On va évidemment parler dans cette maison d'innovation, mais peut-être avant tout, c'est aussi bénéficier de ton regard sur quels signaux, et ça concerne évidemment toutes les structures où il y a des sociétés. Quels signaux, selon toi, peuvent alerter un collectif de travail, une institution dans la mise en place, dans l'émergence et dans le suivi des conduites addictives? Alors, Solveig a signalé un point sur lequel on reviendra. Les causes, on va les voir tout à l'heure. Les signaux, alors, ils ne concernent pas simplement le spectacle du vivant, c'est ce qu'on s'est dit. Le milieu du travail. Alors, les meilleurs signaux, ce sont eux que l'on va détecter avant que ceux que tout le monde peut voir. En gros, si quelqu'un se présente au travail en étant ivre, pas rasé, très en retard, ou alors on le voit vraiment visiblement, comme on dit, éméché ou sous l'effet d'un produit, donc c'est trop tard, on n'a pas vu. Il y a un certain nombre d'éléments qui doivent nous alerter. C'est la baisse de performance qui est un petit signal. Une baisse de performance, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'il faut aller engueuler, parce que, mais dis donc, tu n'as pas rendu ton rapport, alors qu'habituellement tu le fais. C'est quelqu'un qui, très clairement, est dans l'évitement du collectif habituel. Il ne va plus à la cantine avec les collègues. C'est quelqu'un qui, très souvent, arrive ou part avant que l'ensemble des personnes soient là, en lien avec, évidemment, avec ses collègues. C'est les rapports soit de soumission, soit de soumission ou de défiance vis-à-vis du 1+1. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, ce sont des personnes qui se plaignent d'un certain nombre d'éléments très classiques. Le sommeil, l'alimentation, une incapacité à récupérer, des personnes qui renoncent à leurs vacances, ça c'est important, des arrêts qui se répètent. Jusqu'à présent, je n'ai parlé d'aucun élément extérieur. Et dès lors que ce sont des signaux sur lesquels on peut avoir comme responsable ou manager une alerte, on peut très clairement trouver une stratégie pour entrer en contact, et pas de manière intrusive, mais de manière empathique avec la personne pour lui éviter de se retrouver dans une situation de difficulté dans l'entreprise et dans sa vie intime. Merci beaucoup. Il y a un sujet qui vous tenait à cœur tous les deux, c'est l'enjeu de la stigmatisation. Et ça aussi pour tous les innovateurs qui sont présents ici, et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui développent des produits dans le domaine de la santé. C'est un vrai sujet, donc je voulais qu'on l'aborde. Peut-être, Solveig, que tu commences à en parler justement par rapport à toi, ton expérience des milieux culturels, ces vulnérabilités, comment on les perçoit et comment on évite la stigmatisation quand on doit adresser ce sujet. Alors, ce qui est compliqué, là, je vais parler de la musique que je connais un peu mieux, un peu plus que le théâtre, la danse, etc. Il y a un mythe qui court qui est celui de l'artiste maudit. Et l'artiste maudit, on tolère plus de choses. S'il est alcoolique, drogué, limite, ça vient renforcer son potentiel d'attractivité. Alors, la stigmatisation dans le secteur culturel, à la fois, elle touche l'image publique de l'artiste et elle perpétue ce mythe de l'artiste tourmenté. On a quand même des artistes qui n'ont pas hésité à parler de santé mentale. Je vais en citer un que vous connaissez bien, qui est Stromae, oui, qui a parlé que de ça. Mais il y a aussi des chanteuses comme Louane qui en ont aussi beaucoup parlé, de dépression, de aussi rapport au public, de comment c'était compliqué. Alors je pense qu'il y a plusieurs leviers de déstigmatisation. Mais on va commencer par la recherche. En fait, il y a la légitimation scientifique, c'est-à-dire en documentant correctement les liens entre les conditions de travail et les problèmes d'addiction. Pourquoi en fait il y a des addictions? Parce que je sais pas, tu vas me confirmer, mais on est rarement enclin à boire quand on n'a pas de problème, quand tout va bien. Et donc peut-être qu'il faut lutter contre les facteurs en amont. Ne serait-ce que l'alcool au travail. Dans la législation, il n'y a pas le droit d'avoir l'alcool au travail. Quand vous allez dans un lieu de musique, à 12h, à 13h, à 16h, quand on répète, il y a de l'alcool partout. Donc ça, c'est déjà des leviers pour... La deuxième chose, c'est ce que je dirais la déstigmatisation par la reconnaissance institutionnelle, c'est-à-dire l'idée, c'est de faire passer, alors à travers nos travaux, sciences humaines et sociales, mais d'en faire un enjeu de santé publique au lieu de parler que des individus, d'arriver à avoir suffisamment de données. C'est compliqué de faire parler des gens hors d'un cabinet, je pense. Le chercheur, quand il va voir les gens, ils se droguent jamais, même quand on a repéré les signes dont tu parlais tout à l'heure. Et enfin, sûrement qu'on peut adopter aussi une approche collective
et préventive. Enfin, ça, on va y revenir. Mais l'idée, ça serait au lieu de cibler des individus à risque, s'intéresser de manière globale à l'amélioration des conditions de travail. Qu'est-ce que les gens qui dirigent des salles de musique peuvent faire pour éviter les comportements à risque? Parce que s'il n'y a pas d'alcool, on n'en boit pas, en fait, ce genre de choses. Peut-être une réponse à Solveig. Elle vient de citer un élément extrêmement important, et qui est la définition même de l'addiction. C'est la rencontre entre une personne, un produit, un environnement. Alors l'environnement en question, c'est l'environnement du travail. Il s'avère que dans le milieu où Solveig étudie, c'est un milieu d'une forme de tolérance et même de mise de positivité du caractère maudit de l'artiste qui ne peut produire que lorsqu'il est finalement sous-produit. Ce qui est totalement faux, hein. Il est peut-être attractif, mais il n'est pas inventif. Et on le sait parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, les grands artistes ne produisent que lorsqu'ils sont sobres. Faut pas croire, hein, y compris les grands peintres espagnols, 18e, 19e. C'est cette partie c'est ce fantasme sur lequel il faut vraiment intervenir. Deuxième élément qui permet de limiter la stigmatisation, c'est l'éducation populaire. Nous sommes tous traversés de contre-attitudes, d'opinions à notre insu. L'alcoolique, le toxicomane, si on ne fait pas un effort, on a des préjugés. On a des préjugés et ces préjugés ne s'arrêtent pas quand on traverse la porte du bureau. Quand on est chef, on a soi-même des préjugés. Donc c'est un vrai travail vis-à-vis des personnes qui sont en souffrance, parce que ce sont des vrais malades. C'est pas le but, mais un jour, si je reviens, je vous dirai comment on devient malade addictif avec un système neurobiologique qui est là. Et donc, il faut vraiment que les chefs, les personnes, avec un écho aussi de la part de la santé publique, de la prévention primaire, comprennent que la personne qui se présente dans un milieu du travail en état malade et pas bien, elle est plutôt malade que quelqu'un qui vient détruire finalement le point commun qui est notre outil de travail. Donc ça vient compliqué. Et c'est pour ça que la déstigmatisation, c'est aussi un travail vis-à-vis de ce qu'on partage. On a fait un gros travail. Les Français se sont rendus compte que, par exemple, l'alcool, c'est une vraie maladie, c'est pas un vice. Il a fallu du temps. Et donc, pour le coup, c'est pas, allez, arrête de boire, sinon il n'y aurait pas de psychiatre et encore moins d'addictos. Donc, la stratégie thérapeutique provient aussi d'une adaptation de l'outil de soin au déni collectif partagé. Et donc là-dessus, c'est vraiment très important. Et encore, c'est plus compliqué sur ton terrain quand on est dans un milieu où finalement les clichés ont la peau dure. Tu nous parles 2 secondes des écrans. Parce que tu as quand même beaucoup bossé dessus et il y a quand même aussi un lien avec les environnements culturels, sur la créativité, etc. Et la consommation d'écrans, c'est un des gros sujets que tu as adressé récemment. Alors évidemment, les écrans, c'est l'actualité. Je pense que si jamais, alors, je ne suis pas dans le secret de la BPI, mais je pense qu'il y a beaucoup de grands créateurs qui demandent des sous pour développer des outils, des stratégies, du commerce, de l'économie derrière l'écran. C'est très bien, hein, Haro, sur les écrans, c'est pas moi. En revanche, c'est une technologie qui a explosé en 20 ans, dont on n'a vu que les aspects positifs. Imaginez si on n'avait pas nos téléphones pendant le Covid. Moi, j'aurais pas pu voir mes patients. Je les avais derrière l'écran. On n'aurait pas pu communiquer. On n'aurait pas pu voir nos étudiants qui étaient coincés dans les chambres. Donc, dans les chambres de bonne ou bien dans les cités universitaires sans leur famille. Donc, si vous voulez me faire dire que l'écran, c'est pas bien, c'est chercher quelqu'un d'autre. En revanche, l'explosion et finalement l'économie pour l'économie, la stratégie pour la stratégie, a créé un monstre. C'est le monstre des algorithmes. L'enfermement, les bulles, on est dans une bulle. Et ce qu'on appelle les bulles, c'est le scrolling, tout ça. C'est tout ça sur lesquels il faut être très vigilant, encore plus lorsqu'on est jeune. Donc l'idée, finalement, d'avoir conscience et de réguler, c'est le grand enseignement du rapport que j'ai remis au président de la République, comme tu le sais. Donc pour faire court. Et ne pas confondre ce qui est dans l'écran et l'écran. Parce qu'on parlait de stigmatisation, mais par exemple, les jeux vidéo sont victimes de cette stigmatisation écran. Et nous, on passe notre temps à rappeler que l'addiction aux écrans, c'est pas jeux vidéo. C'est vraiment 2 choses distinctes. C'est important de rappeler. Ça peut être regardé du matin au soir sans WhatsApp, hein, par exemple. Peut-être là-dessus, sur le PEP Ricard quand même, parce que il y a quand même là-dessus un volet IA, un volet transition numérique de cet environnement. Qu'est-ce que tu envisages là-dessus? Quels sont en tout cas les objets sur lesquels vous travaillez en anticipation justement de ces grandes transitions, la numérisation et ces objets-là, versus la santé? Alors, dans le programme que je porte qui s'appelle ICAR, effectivement, on est notamment les personnes impliquées côté numérique, plus que SHS, sciences humaines et sociales, c'est des questions qu'on se pose.
Évidemment, l'IA pose d'autres problèmes que la santé. Ça pose beaucoup de problèmes de création en termes de droits, etc. Nous, on a décidé de l'aborder, je dirais, comme des scientifiques. C'est-à-dire, notre but, c'est pas non plus de stigmatiser, c'est de mesurer les effets. Alors, la mesure d'impact, on n'est pas forcément très bon, on sait très bien. Mais c'est d'arriver un peu à comprendre, justement, en quoi ça peut être utile et quelles sont les limites. Enfin, comme dans toute technologie, en fait, ni plus ni moins. Voilà. Ok, on va passer plutôt sur, maintenant sur le versant solution. Vous demandez peut-être de citer ce qui vous semble être aujourd'hui le plus en avance sur cette prise en charge, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans les rechutes, etc. Enfin, en tout cas, peut-être on va commencer par toi, Amine, sur ce que tu vois, et notamment de la part des innovateurs qu'on a en face de nous, entrepreneurs. Quelles sont un peu les grandes tendances que tu vois apparaître et sur lesquelles ils pourraient continuer à investir? Alors, les grandes tendances sont assez simples. On a plusieurs types de prise en charge. Alors, évidemment, on est très pauvre en matière d'addicto. Par exemple, l'industrie pharma, qu'on appelle de nos voeux à chaque fois, très souvent préfère mettre de l'argent ailleurs que dans les addictions parce que, évidemment, ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de retour sur investissement, ce qui est totalement faux. Qui aurait pensé qu'un jour, on allait traiter l'obésité? On a trouvé les analogues GLP-1, hop, tout le monde s'y met. Il y a aussi la psychothérapie, elle est encore là. Les thérapies de type comportemental, cognitif, l'accompagnement, c'est toujours bon. Il y a quelque chose qui n'existe que dans les addictions, ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. C'est un peu politique, mais c'est important. C'est-à-dire, au lieu finalement de tarir les grands trafics dans le monde, on apprend aux gens à mieux se droguer. Pardon, je suis un peu grossier ce que je dis, c'est la vérité. Au lieu de se shooter avec de la mauvaise cam, on se shoot avec la bonne parce qu'on ne peut pas faire autrement pour éviter de mourir. C'est ce qu'on a fait avec la méthadone, la buprenorphine, c'est ce qu'on fait avec le vapotage, c'est ce qu'on fait avec la consommation d'alcool contrôlé, c'est ce qu'on fait avec le cannabis thérapeutique ou bien le cannabidiol. C'est une réalité qui a permis aux gens de ne pas mourir. On a divisé par 18 les overdoses en 1996-95 lorsqu'on a facilité l'accès aux seringues, on a facilité l'anonymat de la prise en charge. Ça, ce sont des mesures politiques. Et dernièrement, au dernier point, il y a quelque chose de particulier qui arrive, des drogues qui soignent, avec l'avènement de ce qu'on appelle les psychédéliques. On s'est rendu compte qu'il y a des molécules qui sont encore mal comprises, mais qui ont un effet fantastique. Moi, j'ai un essai ANR, comme tu le sais, sur lesquels on va commencer sur psilocybine, et c'est fantastique. Et dernier point qui, à mon avis, vous l'attendiez, je vous fais un peu de teasing, c'est la technologie. Il y a beaucoup d'entreprises et de jeunes entrepreneurs. Ils peuvent être aussi médecins qui développent des applications et qui nous aident beaucoup avec de l'IA, qui permet aussi de monitorer, qui permet de finalement d'être des supports des thérapies que l'on met en place à l'hôpital. Et là-dessus, allez-y, à mon avis, il y a de l'avenir. Peut-être là-dessus, parce que toi, tu en as fait, effectivement, tu as eu une mission du président de la République sur ce sujet, donc il y a une prise de conscience quand même au plus haut niveau de l'État sur ce sujet. Pour autant, la Haute Autorité de Santé, pour l'instant, n'a laissé passer aucune thérapie digitale sur un territoire comme la France. Est-ce que là-dessus, tu as des leviers? Est-ce que tu vois qu'effectivement, les échanges avec le régulateur, l'évaluateur, le payeur, cette prise de conscience, elle va jusqu'au système de santé et l'acceptabilité de ces dispositifs numériques en santé? Ça commence, il y a quelques applications qui ont passé quand même les épreuves et qui ont pris le temps d'accepter le principe, un peu comme un médicament, de le laisser. On a des startups qui ont réussi à accepter parce que la vitesse de la recherche n'est pas la même que celle de l'investissement. Et toi, tu vois des effets, en tout cas, toi qui vois des patients? Il y a des effets réels. Par exemple, là, on a un essai sur substitut nicotinique versus application sur le tabac. On commence à avoir des résultats intéressants. Donc là-dessus, et puis en plus de ça, le dispositif, il est doté de l'IA. On a des données fantastiques qu'on n'avait pas avant. Super. Solveig, il y a un sujet, tu sais, qui me tient très à cœur, c'est que certes, les acteurs de la créativité et de la culture sont des populations vulnérables, vous l'avez mentionné, mais c'est aussi des gens qui ont la capacité de véhiculer vis-à-vis du grand public un certain nombre d'informations. Là, peut-être nous partager un peu, toi, ta vision, parce que c'est des solutions aussi qui doivent accompagner, elles doivent être mixtes, elles doivent justement toucher le maximum de populations. Vous avez la chance de pouvoir atteindre les populations dans les couches les plus profondes. Je voudrais que tu nous partages un petit peu aussi ton avis là-dessus. Oui, alors effectivement, nous, on réfléchit beaucoup à quelque part la culture comme thérapie non médicamenteuse, on va dire. Et quand on dit nous, c'est aussi l'État et les ministères. Donc, il y a une convention interministérielle culture et santé qui a été signée en juillet dernier
à la Salpêtrière, avec un budget de 6 millions d'euros et 10 000 projets par an. Donc ensuite déconcentré au niveau des DRAC et des ARS, dont l'objectif est justement d'illustrer la devise « La culture, c'est la santé ». Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, la culture, ça passait, enfin, en tout cas aussi dans les représentations, hein, c'est pas des stigmatisations, mais c'était un luxe, c'est-à-dire qu'un luxe optionnel, et là, ça pourrait devenir une nécessité thérapeutique. Alors, ça consiste en quoi ? Alors ça repose aussi sur la déclaration de l'OMS qui dit que l'engagement artistique, je cite, procure un large éventail de bénéfices, promotion du bien-être, qualité de vie, santé physique et mentale et capital social. Alors, je donne un exemple très concret. Depuis quelque temps, on voit apparaître, pour l'instant c'est en prototypage, mais ça pourrait s'élargir, ce qu'on appelle la prescription muséale. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes déprimé, ça marche aussi pour des troubles comme Parkinson, etc. Au lieu de vous donner des médicaments, on vous envoie au musée. Et c'est très très sérieux. Voilà, ça a été développé, je reprends mes notes, mais ça a commencé à Caen, où il y a eu la première expérimentation française de musée sur ordonnance pour traiter l'anxiété. À Montpellier, il y a des partenariats dans ce sens sur les musées avec la ville, la métropole et le centre communal d'action sociale. Et pareil à Toulouse, Marseille et Paris. Donc c'est des choses qu'on pourrait, en mesurant, parce que c'est ça aussi qui est pas... Est-ce que parce qu'on va au musée, on prend moins d'antidépresseurs que quelqu'un qui n'y serait pas allé et qui en aurait consommé. Donc tout ça, c'est à l'état assez embryonnaire. Mais alors ça, c'est le premier aspect. Et je pense qu'il y a évidemment tout ce qui est culture en milieu de soins. Alors ça, c'est un autre aspect. Mais avec la participation souvent des patients, hein, ou des personnels, comment est-ce qu'on peut, à travers un projet culturel, faire aller mieux, en fait. Et tout ça, ça recoupe toutes les questions de soins, de care, etc. Juste un exemple, puisque Solveig me fait rappeler ce que j'ai mis en place dans mon service. J'ai un hôpital de jour, d'addicto évidemment, adulte, et j'ai réussi à avoir avec le MACVAL, le musée d'art contemporain de Vitry, et un certain nombre de musées, des entrées gratuites pour mes patients. Et je me suis retrouvé à me rendre compte que j'avais des patients qui n'avaient jamais mis les pieds dans un musée, qui se sont pris finalement au jeu, et qui, mieux que ça, ont commencé à peindre. Et mon bureau, donc si vous rentrez dans mon bureau, j'ai beaucoup de croûtes, mais elles ont beaucoup de valeur pour eux et pour moi. Vraiment. Donc je pense qu'il y a des choses sur lesquelles... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a oublié qui peuvent avoir un effet thérapeutique fantastique, à la fois sur le plan psy, puisque c'est le cas, et sur le plan addictif. Le sport aussi, mais bon, c'est pas le... Et j'ajoute juste, si tu me permets, deux choses, c'est qu'il y a juste deux petites difficultés, selon nous. Hein. Donc, côté recherche, c'est que si on commence à faire des prescriptions muséales, peut-être que les lobbies vont pas être hyper contents parce qu'en fait, voilà, donc il y a ces warnings-là. Et la deuxième chose, c'est aussi la conception qu'on a de la culture, c'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir de l'élitisme culturel, parce que la démocratisation culturelle peut aussi, quand on dit culture, c'est évidemment entendu au sens les plus larges du terme, hein, et pas que aller à l'opéra voir Castor et Pollux. Merci beaucoup. Là-dessus, peut-être, en tout cas, je pense que tous les entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une notion de responsabilité. Toutes ces applications de paris en ligne, enfin, toi, tu le vois grandir, croître énormément. Là-dessus, peut-être vous interroger tous les deux, peut-être commencer par toi, Solveig, sur un sujet qui est compliqué et qui touche justement ces intersections entre le soin, la culture et les sciences humaines et sociales. Comment réconcilier justement ce besoin de liberté individuelle et dans la créativité et ces sujets de santé publique qui concernent tout le monde et sur lesquels on doit pouvoir agir. Et ça rejoindra ce sujet de prévention qu'on est en train de construire ensemble. Je répondrai qu'alors, toujours du point de vue des sciences humaines et sociales, que on est beaucoup moins robuste que vous. On a du mal à mobiliser des grosses cohortes d'individus pour travailler, etc. Mais là où on est fort, c'est dans le travail qualitatif. Alors, c'est pas le cas de travail d'un psychiatre, hein, mais c'est observer, c'est être capable de faire parler les gens ou de les faire écrire sur... Par exemple, je m'étais rendu compte que vous faites écrire un musicien sur tout à fait autre chose. Vous lui dites, racontez-moi votre tournée. Et la question de l'alcool dans le récit est tellement prégnante qu'au bout d'un moment, quand il se relit, il se rend compte qu'il y a un problème alors qu'il n'avait pas conscientisé. Donc nous, on peut avoir des méthodes complémentaires avec les vôtres qui sont des méthodes douces, mais il faut du temps, il faut de l'observation, il faut gagner la confiance, parce que c'est pas facile d'être dans le camion d'un musicien quand il tourne, quand on est un chercheur. En tout cas, je pense que les sciences humaines et sociales, en traitant l'individu, tu reviens à la question de la liberté individuelle et de la créativité, mais déjà faire prendre conscience par d'autres moyens que les moyens de coercition, enfin combien de verres vous buvez, c'est autre chose que racontez-nous votre tournée. Voilà.
Merci Solveig. De toutes les façons, on a beaucoup évolué et j'espère dans le bon sens. Le caractère un peu de l'entretien policier, combien tu as bu, c'est terminé, c'est fini. C'est grand-papa qui faisait ça. On est sur l'empathie, on est sur l'accompagnement, on est sur le patient au centre de l'intérêt. Et puis, Franck l'a évoqué assez brièvement, on est sur un financement très clair porté par les pouvoirs publics sur la prévention avec les sciences humaines et sociales. En premier lieu, on ne peut pas bosser sans eux. Moi, quand je mets en place une stratégie de prise en charge, elle est médicamenteuse, psychothérapique et sociale. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un, vous le traitez, vous le sevrez, vous le remettez en place et vous le remettez dans le milieu dans lequel il a sans stress, sans angoisse, et puis son voisin qui lui dit tu viens boire un coup ce soir, donc ça marche pas. On est sur quelque chose, et même sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses comme elles se doivent. C'est que là, on a des chiffres fantastiques sur le tabac. Il reste quand même une zone dans laquelle on est mauvais, ce sont les personnes qui n'ont pas accès à l'information. Le tabac concerne toujours encore les personnes d'un niveau socio-économique bas. C'est pas qu'ils sont plus bêtes, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Ils n'ont pas accès au défaking finalement. Et ça, c'est extrêmement important à l'avoir en tête. Et l'anticipation aussi des impacts Complètement. économiques Aussi. pour ces sociétés-là qui font la promotion de l'alcool, du tabac, des consommations effectivement qui conduisent à des conduites addictives. On va terminer. Donc vous avez la chance d'avoir un addictologue de renom, une grande scientifique sur justement tous ces sujets des acteurs culturels. Donc n'hésitez pas à les interroger si vous avez des sujets qui concernent ces enjeux d'addiction et de santé mentale. On est à votre disposition. Donc Clémentine, je t'en prie, si peut-être il y a des questions. Oui, il nous reste quelques minutes, je crois. Est-ce qu'il y a des questions, pardon, dans la salle? Ah oui. Bonjour, Lily Rodguessin, CEO de Freely App, donc une application mobile pour aider les personnes qui souffrent de douleurs chroniques et de troubles du comportement alimentaire, dans lequel justement il y aura de l'art-thérapie. Est-ce que justement dans ce dont vous parlez, vous faites la différence entre la musicothérapie ou l'art-thérapie passive et l'art-thérapie en tant que réelle thérapie? Parce que moi j'ai fait la fac de médecine pendant 3 ans pour avoir ce titre d'art-thérapeute et je suis artiste aussi à côté. Mais j'ai aussi des artistes qui viennent me voir en disant « Ah, moi aussi, je fais de l'art-thérapie ». Bah, pas exactement, en fait. Et en France, on a tendance un peu à mélanger les deux. Non, mais je répondrais que c'est pareil dans la recherche, hein, en fait. Y a pas de... Oui, je serais tout à fait d'accord avec vous sur Voilà, ça. donc non, effectivement, il faut qu'il y ait une double formation. Enfin, il faut qu'il y ait... ou comme la recherche-création, il faut vraiment être capable d'avoir les deux casquettes et de comprendre d'un côté comme de l'autre. On ne s'improvise pas art thérapeute. Et c'est pas pareil de faire une performance pour sensibiliser à, je sais pas, au tabac ou à la drogue, que d'être art thérapeute, bien évidemment. Non, je vais vous répondre rapidement. J'ai été pendant très longtemps psychiatre de secteur et j'ai eu la chance de rencontrer un des fondateurs de la thérapie, c'est le docteur Weiss, avec lequel on a fait beaucoup de choses. La thérapie, c'est des règles, c'est des prescriptions, c'est des profils et c'est un savoir-faire. C'est pas parce qu'on parle d'art et qu'on aime et qu'on va bien, qu'on est mieux dans sa tête qu'on a fait de la thérapie. Non, mais là-dessus, et c'est très bien hein, de le mettre, d'en faire de la thérapie digitale. Vous rendez finalement accessible ce qui pouvait être quelque chose qui n'était porté que par des spécialistes et pour des populations qui étaient choisies. Absolument. Non, j'entends bien. Alors défendez-vous. Et non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous parce que si justement, par exemple, emmener des personnes qui auraient des pathologies particulières dans un musée ou autre qui n'auraient pas été justement adaptées, ou enfin, on peut aussi déclencher des choses, on peut aussi faire des bêtises en fait. Donc c'est le principe de l'indication. C'est le principe de l'indication. Tout à l'heure, je parlais des psychédéliques. Je vais quand même pas mettre sous LSD ou bien amphétamine ou psilocybine des patients qui sont discordants. Donc là, c'est l'indication. Et vous en êtes où du développement? Parce qu'on ne sait jamais qu'il y ait des investisseurs qui écoutent. Je vais aller pitcher tout à l'heure, justement. Très bien. On a eu une subvention des Hauts-de-France, hein, que je remercie, pour développer le MVP. On est en train de remplir le MVP. J'ai eu MVP, il faut peut-être... Un MVP, oui, un prototype. C'était tellement plus joli, d'ailleurs, le mot prototype. J'ai recruté un CTO, donc pareil, en langage, ça veut dire un développeur. Et on a un fonds d'investissement qui est prêt à nous suivre. Et donc maintenant, on cherche les partenaires institutionnels, donc les hôpitaux. On est en lien avec le CHU de Lille. Mais on aimerait bien un petit peu plus loin que Lille, puisque j'ai un livre qui sort en anglais. Donc l'appli, elle sera tout de suite en français et en anglais. Donc voilà. CHU de Lille, avec quel service?
Alors, il y a c'est très bizarre à Lille, on a 2 centres antidouleurs. Pas Donc, de il y a commentaire, celui avec- Amine. on est en lien avec le docteur Wattier et le docteur Lucas, donc les 2 centres antidouleurs. Voilà. Mais après, l'idée, c'est aussi d'aller justement avec tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, parce qu'il y a un lien fort entre douleurs chroniques et troubles du comportement alimentaire. Et en France, on a aussi tendance, pas tout le monde, c'est des généralisations, nous sommes d'accord, mais à les traiter séparément, alors qu'il y a un vrai intérêt à les traiter en parallèle, en fait. D'où l'idée de l'application aussi, que ces gens-là se retrouvent dans les deux, en fait. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. En tout cas, on est là. S'il y a encore des questions, évidemment, parce que là, on vient de terminer la table ronde. Un grand merci. Je pense que vous l'avez compris. Enjeu de santé, enjeu des industries culturelles et créatives, soutenabilité économique, tu l'as rappelé. Il ne faut vraiment pas oublier ça. C'est vraiment un domaine où il y a des efforts à faire en termes d'innovation. On a besoin de ces solutions. Donc, à disposition. Merci beaucoup. Merci, Franck.